Bonjour à tous, bienvenue sur NCTV, c'est la nouvelle quotidienne qui commence. Au programme de l'émission, nous parlerons bouddhisme avec Duke, nous verrons ça dans C'est bien de chez nous, nous irons visiter la pagode bouddhiste. Puis Marie-Hélène nous parlera de la bourse indonésienne, ce sera dans sa chronique Job et éducation. Et nous finirons zen avec Anna qui nous parlera du Reiki, nous verrons ce que c'est dans On s'occupe de vous. Mais avant, rejoignons notre invité du jour. Je reçois aujourd'hui Madame Rose-Marie Take, qui est donc la présidente de l'Amicale japonaise de Nouvelle-Calédonie. Madame Take, bonjour. Bonjour. Alors, dans un premier temps, on va faire un petit rappel historique par rapport donc, à l'arrivée des premiers immigrants japonais. Quand est-ce que c'était ce premier convoi, on va dire? Alors, les premiers Japonais sont arrivés en Calédonie en 1892. Il y a eu plusieurs convois, à peu près 21. Ils sont arrivés entre 1892 et 1919. D'accord. Voilà. Et puis on a eu 6500 et quelques. En tout? En tout. D'accord. Et hommes, et il n'y a eu que 60 femmes. Sur les 6000 et quelques arrivants japonais, voilà. il n'y a eu que 60 que femmes. 60 femmes. D'accord. Les femmes n'étaient pas autorisées à venir. Alors justement... Parce que le travail était trop dur pour elles. Ils estimaient que le travail était trop dur pour elles. Donc les Japonais n'avaient pas le droit de venir en couple. D'accord. Alors pour quelles raisons justement est-ce qu'ils venaient en Nouvelle-Calédonie? Alors ils venaient en Calédonie pour travailler dans les mines, dans les mines de nickel. Et au départ, ils avaient un contrat de 5 ans. Et puis après, ça a diminué, ça a été 4 ans parce que c'était difficile. Le travail était très difficile, donc d'accord, ils réduisaient voilà. le temps de travail. Et donc au total, vous me dites environ 6000 de tous ces convois. Et donc le dernier convoi, il date de 1919. Oui. Donc à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont rentrés chez eux? Ils sont restés? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, à la fin de leur contrat, les premiers 5 ans, les autres 4 ans, pouvaient rentrer chez eux. D'accord. Donc, la plupart sont rentrés, mais d'autres ont fait souche. Ils se sont mariés ou ils ont vécu en concubinage avec les femmes du pays, de toutes les ethnies. D'accord, donc il y en avait il y en a qui ont fondé leur famille ici voilà. et qui ont décidé de rester vivre ici. Voilà. Donc ça, c'était en 1919, la fin du dernier convoi. Oui. Et malheureusement, 7 décembre 1941, l'attaque de Pearl Harbor par le Japon, donc la Pearl Harbor, donc une base américaine à Hawaï. Donc au lendemain de cette attaque, il est décidé en Nouvelle-Calédonie que tous les Japonais sont arrêtés. Tous les Japonais sont considérés comme des ennemis, donc ils sont arrêtés. Aussi bien ceux de Bruce que ceux de Nouméa. Donc ils sont arrêtés et ils sont parqués, on va dire, sur la place Birakem. Ils sont entourés de fils barbelés et ils sont là. Donc, et puis après, donc, ils vont les mettre à Nouville. Dans des camps d'internement? Dans le camp de Nouville, oui. Là où il y a le théâtre de l'île. D'accord. Voilà. Donc tous les Japonais ont été arrêtés, sans exception? Non. Il y a eu des exceptions. Les maraîchers n'ont pas été arrêtés tout de suite. Ils ont été arrêtés quand même, mais ils ont été arrêtés quand les Américains sont arrivés après. D'accord. Et puis, bon, il y a eu quelques naturalisés, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais il y avait quelques naturalisés, et ceux qui avaient des enfants sous les drapeaux. Ceux-là, donc, ils ont été arrêtés, mais ils sont restés à Nouville, ils ne sont pas partis dans les camps. Oui, en fait, ceux qui n'ont pas été arrêtés tout de suite, c'était les maraîchers. D'accord. Et voilà. Pour quelle raison? Il fallait qu'ils plantent les légumes, il fallait qu'il y ait à manger pour tout le monde. D'accord. Voilà, c'était des bons jardiniers. Donc, Et donc, sous les drapeaux, vous le disiez, ceux qui ont des enfants qui étaient sous les drapeaux, ça veut dire qu'ils travaillaient dans l'armée? Les enfants étaient dans l'armée? Qui faisaient leur service militaire. D'accord. Voilà. D'accord. Et donc, suite à cette arrestation, la plupart, donc il y en a qui sont restés ici dans les camps à Nouville, vous le disiez, là où se trouve le théâtre de l'île actuellement, et la plupart ont été envoyés dans des camps
en Australie. Voilà. Alors les hommes seuls étaient envoyés dans un camp qui s'appelait Laodé. Et les autres, c'est-à-dire les couples de Japonais, avec leurs enfants, eux étaient à Tatura. Et donc ils vivaient ensemble, hein, les couples, les familles étaient ensemble, même qu'il y a des enfants qui sont nés dans les camps. Ah voilà. Oui, d'accord, donc la famille a continué à s'agrandir aussi dans les camps. Voilà. D'accord. Et donc la guerre s'est arrêtée, ils ont été libérés en 1946, en février 1946, ils ont tous été libérés, mais avec obligation de repartir au Japon, bien sûr. D'accord. Donc certains enfants ici, bon, quand leur père a été arrêté, il y en a qui étaient bébés, il y en a qui étaient un petit peu plus grands, mais pas assez grands pour se rappeler de leur père. Il y en a qui se demandaient ce qu'était devenu leur père, pourquoi après la guerre ils n'étaient pas revenus. Mais bon, il faut savoir qu'ils ne pouvaient pas. Le Japon aussi a été en guerre, donc il n'y avait plus d'argent. C'était un pays dévasté après les bombes nucléaires. Bien sûr, donc ils n'ont pas pu revenir. Il y en a qui sont aussi morts dans les camps. Et bon, ça, tout le monde ne le savait pas parce que il y en avait quelques-uns qui correspondaient avec leur famille ici, par l'intermédiaire d'un ou deux qui parlaient mieux le français que les autres, donc ils faisaient interprète. Mais voilà quoi, hein, il y en a qui ont... il n'y a pas longtemps, qui savent vraiment que leur papa il n'est pas revenu parce qu'il ne pouvait pas. C'est pas parce qu'il ne voulait pas. Dans les camps. Voilà. Ou qu'il ne pouvait pas revenir parce qu'ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient plus rien. Il y en a qui sont revenus en Nouvelle-Calédonie? Alors il y en a qui sont revenus, il y en a quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup. Il y a donc ceux qui sont restés à Nouville. Hein. Ceux-là, ils ont été libérés à la fin de la guerre, donc ils ont pu repartir chez eux et continuer leur vie de famille. Et puis, il y en a quelques-uns qui sont revenus quand même. Donc, ils sont revenus, ils ont retrouvé leur famille, et puis ils sont morts en Calédonie, en fait. Leur pays, c'était la Calédonie. Oui, voilà, leur vie était ici, en fait. Oui. Alors, donc, comme je le disais au début de cet entretien, vous êtes la présidente de l'Amicale japonaise de Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce que c'est l'Amicale japonaise de Nouvelle-Calédonie? Alors, c'est une association loi 1901, bien sûr, qui regroupe des descendants de deuxième, troisième génération, pour beaucoup, quelques sympathisants forcément. Et puis on s'est réunis, enfin l'association existe pour entretenir les liens avec le Japon, que ce soit culturel, sportif, voilà quoi. Donc c'est votre cas, vous êtes vous-même descendante de Japonais? Oui, je suis troisième génération. C'est mon grand-père qui était japonais. Ouais. D'accord. Lui, il était resté en Nouvelle-Calédonie ou il avait vécu en Australie? Lui, il a eu une histoire un peu spéciale parce que d'abord, il a été ramassé comme tout le monde, il a été envoyé en camp. Et puis, lui n'est pas resté jusqu'en 1946. En 1942, en août 1942, il y a eu un échange des internés japonais contre des prisonniers de guerre, avec un échange entre le Japon et l'Angleterre. Et mon grand-père a été pris. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc il est rentré au Japon plus tôt, mais ce convoi a fait Australie, Afrique du Sud et Japon. D'accord. Donc en fin août, il était de retour au Japon. D'accord, et donc il est resté au Japon le temps que la guerre se finisse? Oui, et puis en 1953,
ma mère l'a fait revenir. Donc il est revenu en Calédonie et il est resté jusqu'à sa mort à 85 ans. Avec sa famille. Avec sa famille, oui. D'accord. Alors donc l'amicale japonaise, on y revient. Vous le disiez tout à l'heure, votre objectif c'était bien sûr les rencontres Oui. culturelles, les rencontres Oui. sportives, le lien entre les Japonais d'ici, mais entre eux aussi la Calédonie et le Japon. Oui. Et donc quels ont été les grands événements un petit peu qui ont ponctué la vie de l'amicale japonaise? Alors le premier grand événement, ça a été le centenaire de l'arrivée des Japonais en 1992. Hein. Donc là, il y a eu beaucoup de choses, comme la calligraphie, les tambours. Bon, on n'avait pratiquement jamais vu ça avant. Hein, et des expositions de poupées japonaises. Il y a eu beaucoup de choses. Ça a été un gros travail d'une bonne année. Hein. Donc des activités culturelles que vous-même aviez mises en place? Avec le Japon. Avec le Japon. Donc c'était pas du tout nous ici, c'était des artistes japonais qui sont venus. Des intervenants japonais qui sont venus exprès. Voilà, des groupes d'intervenants japonais. Et voilà, ils nous ont montré leur culture en fait. D'accord. Hein, donc vous l'avez découverte en quelque sorte ou redécouverte? Un peu découverte, oui, parce que bon, les anciens, ils nous montraient pas tout ça, ils nous disaient pas tout ça. Ça, c'était un peu secret. C'était un sujet tabou? C'était un sujet tabou, oui. Quand vous-même vous demandiez à votre grand-père? Non, il ne répondait pas. Il répondait pas. C'était bon, ça avait quelque chose à oublier. Donc c'était derrière, il fallait le laisser derrière. D'accord. Et donc cette culture-là, parce que même la langue japonaise, au final, vous n'avez pas pu l'apprendre, parce qu'il ne voulait pas parler japonais avec vous? Non, il disait que c'était pas nécessaire, que lui, japonais, devait parler le français. Mais nous, Français, on était dans un pays français, donc on devait parler français, c'est tout. D'accord. Donc à travers l'amicale japonaise, vous avez pu faire revivre cette culture? Petit à petit, oui, de par nos recherches, de par les expositions qu'il y a eu, ça a vraiment commencé avec le centenaire, quoi. Hein. Donc là, on a fait pas mal de recherches, on a eu quelques résultats, et puis après, plus ça a été dans le temps et plus les gens parlent, veulent savoir. Donc maintenant, c'est plus facile. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Oui. Est-ce que c'est une des missions de l'amicale japonaise, justement, de transmettre cette histoire maintenant aux nouvelles générations? Bien sûr, qui veulent parce connaître que leur passé. Tout le monde ne connaît pas encore cette histoire. Bon. C'est vrai que depuis le centenaire, après il y a eu le 110e, après il y a eu l'exposition Feu nos pères de Mitsuda. Donc là, oui, les gens connaissent de plus en plus, ont entendu parler, ont vu, donc il y a eu plus d'intéressement, plus de questions, mais bon, voilà. Vous intervenez également dans les établissements? Quelquefois, oui, dans les écoles, quand on nous demande de venir parler un peu du Japon, de faire quelques activités comme l'origami. Bon, on avait avant pas mal de dames japonaises qui venaient avec nous, donc on pouvait faire un peu de calligraphie, raconter des histoires. Donc oui, voilà. D'accord. Et donc, il y a également des voyages qui ont été organisés, puisque donc vous avez de la famille au Japon, tous les descendants ont bien sûr de la famille au Japon. Le premier voyage qui a été organisé au Japon, c'était quand? Alors, ça remonte à 1981, il me semble. Enfin, dans les années 80. Des années 80. Le premier voyage, c'était plus des gens de Kumamoto, parce qu'il faut savoir que sur tous ces Japonais qui sont venus travailler ici, le plus grand nombre était de Kumamoto. Alors Kumamoto, c'est l'île du sud du Japon. D'accord. Voilà. Après, il y avait les Okinawa, mais les Kumamoto étaient beaucoup plus nombreux.
Et donc, on avait, je me souviens, un charter de 43 personnes avec presque tous des descendants de deuxième génération qui, grâce à la télévision, ont pu retrouver de la famille parce qu'ils sont passés dans une émission de télévision et les gens ont comme ça par retrouvé. Pas par hasard, non, c'était préparé parce un appel, d'accord. Voilà. Donc, et vous-même, vous avez rencontré votre famille ou alors non, c'était pas la première fois moi, moi c'était pas la première fois et moi je connaissais déjà ma famille. Oui, donc, puisque votre grand-père était encore avec vous. Voilà. Ouais. D'accord. Et donc ça devait être des moments forts, des moments émouvants. Bien sûr. Donc vous me racontiez l'anecdote d'un monsieur qui a découvert en fait une demi-sœur qu'il avait. Mais alors ça c'était il n'y a pas très longtemps. Ah, ça c'était dans un voyage après. Dans un voyage après, ça c'est à Okinawa là. Un monsieur un descendant d'Okinawa qui a disparu maintenant du reste. Hein. Et on avait fait ce voyage pour aussi trouver de la famille, de tous ceux qui sont ici. Et puis, on a ce monsieur qui avait presque 80 ans à l'époque, a retrouvé sa demi-sœur de 100 ans. Elle avait 100 ans le jour où on est allé la voir. Ah oui, 100 ans. Ce qui veut dire qu'en fait, son papa qui était japonais avait déjà une famille en fait avant de quitter le Japon. Et quand il est venu ici, il a fondé une autre famille. Voilà. Et puis, il a fondé une autre famille. Enfin, il a fondé, oui, une autre famille, mais le pauvre est décédé presque tout de suite. Donc, son fils ne l'a pas connu. D'accord. Voilà. Donc, il a pu retrouver un petit bout de famille au Japon. Oui, oui. D'accord, oui, des moments forts, j'imagine. Alors, il y a aussi des voyages qui doivent se faire dans l'autre sens. Justement, du Japon vers la Nouvelle-Calédonie. C'est aussi un petit peu le rôle de l'amicale japonaise d'accueillir ces personnes. Bien sûr, bien sûr. Nous avons, par exemple, au moment de, là dernièrement, du 120e anniversaire, une grande partie des enfants de Japonais, papa et maman, qui sont nés ici, avant la guerre, sont venus en pèlerinage. D'accord. Donc, ils sont plus tout jeunes, mais ils étaient très heureux et tout. Il y en a qui sont déjà revenus, mais il y en a, c'était la première fois. Donc, d'accord, qui revenaient, qui découvraient aussi. Qui découvraient, oui, oui. Et puis après les expositions et tout ça, on a eu aussi quelques cas de Japonais qui avaient un grand-père qui avait travaillé en Calédonie et qui voulait retrouver sa trace, la tombe. Donc, l'amicale les a pris, les a emmenés jusqu'à Koné, oui, pour un, jusqu'à Goro pour l'autre. Donc voilà. Des moments forts. Très bien. Alors, il y a également des dates phares, des célébrations aussi. Par exemple, il y a une date que vous retenez chaque année? Oui. Le 7 juillet, c'est la fête du Tanabata. C'est la fête des étoiles. Donc, on a des bambous. Et tous les participants écrivent un vœu sur un petit papier qu'ils accrochent au bambou. Oui. Et puis après, on prend le bambou et on le fait partir au fil de l'eau dans la rivière. D'accord. Voilà. Donc c'est une journée aussi qui c'est permet une journée de vous retrouver. Voilà, c'est ça, de récréative, quoi. Où là, on voit des Japonais qui vivent à Nouméa. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter l'origine de cette fête? Alors, c'est l'histoire de la fête des étoiles. La fête des étoiles, oui. C'est l'histoire d'une princesse et d'un bouvier qui, bon, bien sûr, ils ne sont pas du même monde, donc ils ne peuvent pas rester ensemble. Ils ont la permission de se voir qu'une fois l'an, le 7 juillet. Donc, si le temps est favorable, ils se rencontrent. Sinon, ils passent à côté et ils attendent encore un an. Voilà. C'est triste. Oui, c'est triste. Mais bon, c'est quand même une journée remplie de joie. Voilà, le Tanabata.
Oui. La fête des étoiles, très bien. Oui. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Madame Taquet. Merci à vous. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Ben, écoutez, j'espère, je souhaite que les descendants de deuxième génération qui sont intéressés pour apprendre et essayer d'apprendre quelque chose sur leur famille. Ce n'est pas toujours possible, mais quelquefois ça peut se faire. D'entrer en contact avec nous, avec l'amicale japonaise. Oui. D'accord. Et puis voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup, l'appel est lancé. Merci. On passe à l'agenda du jour avec Davina. Salut Davina, alors où est-ce qu'on va aujourd'hui? Salut Chloé et salut à tous. Ben aujourd'hui, je t'emmène du côté de l'Indonésie. Encore une fois, on va aller donc à Bali pour le festival du cerf-volant géant qui se tient chaque année à la mi-juillet sur la plage de Sanur. Donc voilà. Cette compétition sportivo-culturelle réunit plus de 800 équipes qui ont des coups non seulement pour l'honneur bien sûr, mais aussi pour le prix qui est mis en jeu. Donc voilà, on vient de toute l'Indonésie, mais aussi du reste du monde. Je sais qu'il y a des Japonais qui viennent, des Philippins, des Allemands, un peu partout. Il y a même des Chinois. Enfin voilà, il y a des gens de partout dans le monde qui viennent pour participer à ce festival. International. C'est ça, c'est tout à fait ça. Mais bon, outre le côté divertissement, il y a avant tout un aspect religieux qui est mis en avant dans ce festival, oui, tout à fait, puisque cette pratique a pour but d'implorer les dieux hindous pour avoir une bonne récolte, donc une bonne année agricole. D'ailleurs, en cette occasion, les participants balinais s'habillent avec leurs costumes traditionnels. D'accord. Et pour ce qui est de la forme des cerfs-volants, est-ce qu'ils ont des règles à respecter ou alors ils laissent parler leur imagination? Écoute, après, tu peux faire ce que tu veux dans la mesure où tu peux le monter facilement et puis le manipuler aussi facilement. Oui, vaut mieux. C'est sûr. Mais bon, c'est vrai que même s'ils ont le choix, la plupart des participants décident toujours de faire des représentations d'animaux. Et puis là, il y aura différentes couleurs qui seront utilisées, mais c'est souvent les mêmes aussi. Donc c'est souvent le blanc, le rouge et le noir qui sont mis à l'honneur. Et je sais que ces cerfs-volants géants peuvent atteindre quand même jusqu'à 10 mètres. Ah oui, il faut bien être lesté. Voilà, mais je sais qu'ils me disent que quelquefois, il y a des cerfs-volants qui sont si énormes que ils ont l'impression que les participants vont s'envoler avec. Voilà, oui. C'est pour ça que je te disais que tu peux faire ce que tu veux dans la mesure où tu peux le manipuler, tout simplement. Ça doit être marrant quand même. Oui, je pense. Merci Davina. Alors, on revient chez nous pour la suite. Oui, alors on revient chez nous, direction donc Nouméa, dans le quartier de la Rivière-Salée. Je voulais faire un petit rappel sur les heures d'été de la médiathèque. Donc jusqu'au 16 février, elle ouvre uniquement donc les mardis, mercredis et vendredis de 13h30 à 17h30 et le samedi de 9h à midi. Il y a aussi bien sûr une boîte de retour pour les documents que vous aurez empruntés qui est disponible donc les lundis et jeudis de 8h à 16h et les mardis, mercredis, jeudi de 9h à 13h, sauf bien sûr les jours fériés, donc là il n'y a pas la possibilité de venir rendre vos livres, etc. Par contre, l'espace numérique, lui, est de nouveau ouvert, donc pour ceux qui s'intéressent, n'hésitez pas. D'accord, et on reste à Nouméa pour la suite avec une petite info qui pourrait intéresser les parents. Oui, alors une info qui nous vient du Centre communal d'action sociale de la ville de Nouméa qui organise le 2 février donc une réunion à la maison de la famille, donc une réunion d'information sur les 4 différents modes de garde. Donc il faut savoir qu'il y a le réseau d'assistance maternelle, le dispositif d'assistant parental, il y a aussi la garde partagée et les crèches agréées. Donc cette réunion sera également l'occasion pour les parents de se rencontrer, de rencontrer les assistants maternels et puis de voir ensemble comment il est possible de s'organiser, ce qui est possible de faire, etc. Et en quoi ça consiste, en fait, ces différents modes de garde, puisque c'est différent selon les besoins des parents, en fait, tout simplement. Donc voilà, ça se passe au Faubourg Blanchot. L'entrée est libre, mais il faut auparavant donc s'inscrire. Le numéro de téléphone du Centre communal d'action sociale, c'est le 27 03 60. D'accord, c'est noté. Ensuite, on va parler de nos amis modélistes, et spécialement les amateurs d'avions modèle réduit. C'est ça, donc on parle du club Les Alcions qui organise donc une semaine d'initiation au pilotage d'avions modèle réduit. Ça se passera sur le site de Nakutacoin. Le stage s'adresse donc aux enfants de 11 à 15 ans. Nous, on ne peut plus le faire.
Malheureusement. Donc, garçons et filles confondus. Par contre, attention, ça se passe qu'en matinée, donc de 7h30 à 11h30. Les enfants sont pris en charge du côté des locaux à la vallée des Collants. Ensuite, ils sont conduits en navette sur le site de Nakitacoin, etc. Ils passent la journée là-bas et ils s'entraînent à piloter ces petits avions. Voilà, bien sûr, il y a une petite somme à régler, mais c'est vraiment rien. Donc, ils demandent 4 000 francs par enfant. Autant dire que c'est pas grand-chose, quoi. Pour la semaine, Pour la semaine, donc voilà. Le numéro de téléphone pour ceux qui sont intéressés, le 26 41 16. D'autant plus que ça pourrait susciter des vocations, qui sait. Sûr, pourquoi pas. Alors, on termine avec un petit rappel. Oui, donc, avis à nos amis pêcheurs de crabes. Je souris parce que je pense déjà à ceux qui me regardent et qui se disent « Encore ?» Oui, alors pour vous, chers amis, je sais qu'il y a des petits malins parmi vous qui vont se dire « Bon, de toute façon, ça se termine samedi. Bon, dimanche, je peux avoir mon crabe, autant que je commence. Samedi soir, non. Surtout pas, faites pas ça. Pas de crabe avant février. Voilà, c'est à ce moment-là précisément que les autorités compétentes vont vous tomber dessus. Donc, évitez, attendez dimanche pour attraper ce fameux crabe. Parce que c'est vrai qu'on me dit que c'est souvent dans les dernières heures où l'interdiction est encore en vigueur que les gens se font pincer. C'est le cas de dire. Et c'est là où justement il y a le plus d'amendes qui tombent. Donc s'il vous plaît, attendez dimanche matin pour aller chercher du crabe. Surtout voilà, que ce n'est pas des petites amendes. C'est ça, c'est clair. On peut attendre minuit, 1 minute pour éviter de ramasser, quoi. Bah oui, surtout que c'est bête à quelques minutes près de ramasser une amende, quoi. Voilà. Bon, voilà qui est dit en tout cas. Merci Davina, on se retrouve tout à l'heure pour le fin bon. Oui, c'est ça. À tout à l'heure tout le monde. Et nous, on retrouve Duke pour C'est bien de chez nous. Bonjour Duke, alors aujourd'hui on parle de pagode, un temple bouddhiste qui sera donc l'objet de notre reportage. Mais avant ça, on va faire un petit point un peu sur le bouddhisme. Alors bonjour Chloé, bonjour à vous la maison. Alors Chloé, le fondateur du bouddhisme, se nommait Siddhartha Gautama. Alors il vivait il y a 600 ans avant Jésus-Christ et on nous dit qu'il était issu d'une famille royale. Alors sa famille voulait le protéger un petit peu des doctrines religieuses et puis pour cela ils l'ont mis à l'écart. Et au bout de quelques années, ce fameux Siddhartha Gautama, il a commencé à avoir des visions. Les moines bouddhistes nous ont rapporté 4 de ces visions. Alors pour dans sa première vision, il voyait un homme malade, ou plutôt un vieil homme. Dans la seconde, il voyait un homme malade. Dans sa troisième vision, il voyait un cadavre. Et c'est dans sa quatrième vision qu'il a vu un moine ascétique. Et un moine ascétique, c'est donc un moine qui refuse le luxe et le confort. Et on nous dit que c'est à partir de ce moment-là que lui-même s'est engagé à vivre un petit peu dans l'austérité. Et puis, du coup, il s'est donné à la méditation. Et puis, on nous dit qu'il se mortifie, c'est-à-dire qu'il se privait à un niveau un peu extrême. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Et ils nous disent aussi que suite à cette quatrième vision, celui qui est devenu moine, donc Siddhartha Gautama, il s'est offert, entre guillemets, le luxe de se prendre un bol de riz. Et il s'est assis en dessous un figuier. Et c'est en dessous de ce figuier-là qu'il a connu ce qu'il appelle l'illumination, ou plutôt l'éveil. D'accord. Voilà. Et donc c'est là qu'il est devenu... C'est là qu'il est devenu, comment dire, le Bouddha. C'est ça, Chloé. D'ailleurs, le mot Bouddha veut dire l'être éveillé. D'accord. Alors quels sont les principaux enseignements justement de l'être éveillé Bouddha? Alors Bouddha nous rappelle tout d'abord que l'illumination, pour lui, il a trouvé l'illumination ni dans le luxe et dans l'excès, ni dans la mortification, donc dans la privation à l'extrême, mais plutôt au milieu de ces deux extrêmes-là. Il y a un équilibre, et puis c'est dans cet équilibre-là qu'il a trouvé l'illumination. Bouddha nous dit aussi que, tout d'abord, il ne sert à rien de se plier à des doctrines religieuses ou d'adorer de multiples dieux ou un dieu en particulier. On dit que le plus important, c'est d'abord se focaliser, et analyser ses propres expériences et en tirer ses propres enseignements. Il nous dit aussi que la vie, c'est un cycle, que la vie n'est pas l'intérêt d'un individu ou de son espèce, la vie, c'est l'intérêt du tout, Chloé. Alors l'homme, il nous rappelle aussi que l'homme croit qu'il peut lutter avec succès pour son intérêt unique,
mais il nous dit que cette énergie-là qu'il utilise pour trouver un peu, pour nourrir son intérêt personnel, c'est une énergie qui est mal dirigée et qui va le conduire à la souffrance. Et pour remédier, pour éliminer un peu cette souffrance, mais il faut que l'homme sache éliminer tout ce qui est attachement et énergie inutile et mal dirigée. Voilà. D'accord. Alors on parle beaucoup de bouddhisme, de karma, pardon, dans le bouddhisme et l'hindouisme. Qu'est-ce que c'est le karma justement? Alors Chloé, le mot karma déjà signifie action-réaction. Et donc le karma, ça signifie que toutes les actions et les pensées passées vont définir un petit peu ta vie future. Et donc aujourd'hui, on peut travailler sur ses actions, sur son comportement actuel pour améliorer son lendemain. Voilà un peu ce que c'est que le karma. Alors dans le christianisme, on a bien identifié donc la mort comme la fin d'une vie, suivie donc par une autre vie au paradis ou en enfer. Qu'est-ce qu'il en est chez les bouddhistes? Alors Chloé, chez les bouddhistes, la mort n'existe pas. On disait précédemment que la vie était un cycle. Et les bouddhistes nous disent qu'il faut comprendre que notre identité se trouve au sein de la vie et de la vie sous toutes ses formes. C'est-à-dire qu'on n'est fait qu'un, par exemple avec la crevette qui vit dans les sources qui irriguent un peu nos montagnes. Et on ne fait qu'un aussi avec l'alizé qui souffle sur le caillou. En gros, on peut dire que nous sommes universels. L'homme est universel. Et ce cycle qu'est la vie est cheminé par des étapes chez les bouddhistes, des étapes comme la réincarnation par exemple. Et à travers tout ça, on peut dire que ça se rapproche, que c'est très proche des croyances de nos vieux ici au pays, Chloé. D'accord. Alors est-ce qu'on peut dire justement que Bouddha est un dieu? Alors Bouddha disait qu'il ne se considérait pas comme un dieu, lui se définissait plutôt comme un être éveillé qui allait guider les autres vers cet éveil-là, vers cette illumination qu'il a trouvée dans l'équilibre dont on parlait précédemment. D'accord, et donc on en arrive aux pagodes, au temple bouddhiste. La fameuse pagode, qu'est-ce que c'est? Alors la pagode de Chloé, c'est un type de temple très répandu en Chine, au Japon aussi, ou même dans l'Asie du Sud-Est. Et puis à l'origine, c'est cette pagode-là, ce temple-là, trouve ses origines dans le stupa indien. Le stupa indien, c'est une structure en forme de dôme, structure un peu religieuse, on va dire ça comme ça, qui avait pour fonction avant de contenir, de protéger les écrits ou les reliques sacrées des saints bouddhistes. Alors au fil du temps, cette structure, s'est un petit peu transformée et on a différentes formes aujourd'hui chez les Tibétains, par exemple. La pagode est la forme d'une bouteille. En Asie du Sud-Est, la pagode va avoir une forme plus conique ou pyramidale. Et tiens-toi bien, Chloé, si jamais tu ne le savais pas, mais je suis sûr que tu étais déjà au courant, ici sur Nouméa, ici au pays, on a aussi une pagode qui se situe donc à Tina-sur-Mer, sur la route de Tina. Et d'ailleurs, on a un de nos collègues, un de nos amis, en l'occurrence Alexandre Sigora, qui s'est rendu à cette fameuse pagode pour en savoir plus sur ce type de temple bouddhiste. Et puis voilà, il nous a rapporté ce reportage que je vous propose à voir à la maison, qu'on regarde tout de suite. Les Vietnamiens du territoire en ont besoin, après 60 ans de présence en Nouvelle-Calédonie, d'avoir un lieu de prière, de recueillement. Et pour respecter la tradition, pour respecter le culte des parents. Et dans toutes les maisons vietnamiennes, dans tous les foyers vietnamiens, vous avez toujours ce qu'on appelle l'hôtel des ancêtres. Et ça, c'est traditionnel, c'est culturel, c'est depuis des siècles et des siècles, c'est comme ça. Et effectivement, les Vietnamiens, ils ont besoin aussi d'un lieu de prière. Bon, les catholiques, il n'y a pas de souci, ils ont ce qu'il faut en Calédonie, mais pour les bouddhistes, là, il y a un gros problème. Et comment permettre aux gens de se recueillir sereinement dans un endroit adéquat? Et c'est pour ça que les personnes âgées des territoires à l'époque
m'ont demandé, ainsi qu'un autre groupe de personnes, de créer quelque chose pour trouver des moyens légaux, des moyens légaux, comme on dit en français, de construire une pagode, un lieu de prière. Les premiers temps sont très difficiles parce que d'abord, il faut constituer l'association. Avec quoi ils vont vivre? Uniquement par les cotisations des membres. Et ensuite, d'autres moyens, d'autres objectifs. L'objectif, c'était la construction de la pagode. Mais pour trouver les moyens de la pagode, il faut un terrain. Une chance inouïe. À l'époque, mon épouse travaillait dans un cabinet notarial. Et il a eu vent que le groupe Pentecôte va vendre un certain nombre de lots pas loin de l'amicale vietnamienne. On a sauté sur l'occasion et on a le choix à l'époque et on a trouvé ce lieu qui est devenu maintenant la pagode Nam Hai Pho Da. C'est dire uniquement quelque chose qui est dans le Pacifique Sud, voilà, le mot Nam Hai Pho Da. Nam c'est le sud, Hai c'est l'océan et Pho Da c'est le terme disons, bouddhique concernant la pagode, c'est un nom propre. Hein. Mais certainement on sait maintenant que cette pagode se situe dans l'hémisphère sud. Voilà. Oui, les premières années ne sont pas faciles. Il a fallu, bien sûr qu'on a des moyens maintenant légaux pour le faire, c'est-à-dire des kermesses, des balles organisées. Donc c'est un but non lucratif qu'on ne peut pas mettre dans notre poche. Donc le but c'est de trouver les moyens pour acheter le terrain. Et on a fait tous les ans la fête du Tête et un bal. À l'époque on a fait dans les grands hôtels que je nommerai pas ici, de tous les ans. Donc c'était laborieux, on a vendu des plats, on a fait des tas de choses et on a accumulé une petite somme. Et quand on a eu vent que le terrain, il y a des terrains à acheter, et là on a trouvé deux grandes familles, heureusement qu'ils étaient là, et qui nous ont aidés, mais alors la moitié, je ne dis pas la somme, la moitié du prix du terrain, c'était ces deux familles qui se portent garant, ils ont payé. Et nous, on a emprunté pour le reste. Voilà, ça c'est le but du terrain. Et ensuite, il a fallu un projet, c'est-à-dire de dessiner, de projeter une construction, de quelle forme, quelle surface. C'était très laborieux, on n'avait pas de moyens, on n'avait rien du tout. Et il a fallu 3 ans encore pour avoir, entre l'achat du terrain et la construction, il faut attendre 3 ans. Vous vous rendez compte un peu? Et après 3 ans, alors là, on sort. Une fois qu'on a les plans, il a fallu aussi attendre 3 années encore avant de voir le certificat de conformité. À ce moment-là, on peut seulement rentrer dans la pagode en toute sécurité et à ce moment-là, faire les premiers prières. C'est un vœu très pieux de la colonie vietnamienne parce que vous savez que les premiers Vietnamiens engagés, on appelle ça les Chien Dang, vous avez fait un film d'ailleurs, sont arrivés sur le territoire en 1891. Il a fallu attendre 1990 pour que nous créions une association pour la construction d'une pagode. Bon, il faut attendre 101 ans et on l'a eu quand même, on l'a eu avec ténacité, à travers toutes les épreuves. Et là, je tiens à remercier tout le monde parce que, vous savez, cette pagode appartient à tous les Vietnamiens et même aux sympathisants. Oui, devant la pagode, il y a une statue de Phật Bà Quan Âm. Mais pourquoi on l'appelait Quan Âm? Parce qu'elle a toujours écouté les gens pauvres, en difficulté. Voilà, c'est pour nous, c'est toujours important pour nous. Pourtant, toujours quand on sort de la maison, ben, nous on toujours fait prier elle. Comme ça, elle nous protégeait. Et devant nous, il y a 3 statues. On l'appelait Phật Thích Ca, Phật Azida, pardon. Et Phật Bà Quan Âm et Phật Thế Chí. Les 3 là, si on pensait de le faire la prière, mais dernier moment quand on est décédé, c'est les 3 Bouddhas qui viennent nous faire monter au-delà. C'est pour ça, nous, c'est très important, toujours on fait la prière, Namo Azida Phật. Et voilà, devant nous, il y a une statue Bouddha de Thích Ca Muni. Comment appeler Namo Bổn Sư Thích Ca Muni? C'est un Bouddha actuel présent.
Il était dans une famille royauté, mais il a tout quitté, sa famille, sa femme, ses enfants. C'est pour trouver une vie normale en pauvre, pour savoir les gens comment on vit. C'est pour ça, nous, ils protégeaient nous, et puis nous, on toujours demande des prières. Pour un jour, nous, on devient comme lui, là, mais c'est la hauteur, hein. Nous, on ne peut pas. On va essayer quand même. De pagode, c'est pour prière. Tous les jours, on commençait à 3h30 et le dimanche, c'est une dimanche dans le mois, c'est continue de commencer à 9h du matin jusqu'à 18h. Quand vous commencez à entrer la salle principale pour prière, c'est une côté, c'est le mot de trí tuệ. Ça, c'est l'esprit comme intelligent. Et l'autre côté, c'est từ bi. Từ bi, c'est charité. Mais si on parle intelligent, c'est la charité qui peut-être, on ne fait pas bien de charité. C'est il faut intelligent et charité. Au milieu, c'est la thầy của trời người, c'est-à-dire le Bouddha, c'est la maître pour tout le monde. C'est entre nous et Bouddha, c'est la place professeur et élèves. Lui, il donne le cours pour nous, on les vit une vie heureuse. Éviter le malheureux. Le dimanche, on priait, dedans, c'est les paroles qui ont pensé dans prière pour tous les Calédoniens, les vies heureusement, pour tous les mondes qui n'ont pas l'arrêt, c'est beau temps, pas cyclone, tout ça. Et de début, on assis, on priait dans la ronçane, mais après, en marchant, tout le monde qui va marchant, comme il y a deux façons de méditation. On assis et on marchait aussi. Voilà, c'est de début on assis, après on marchait dans le jardin, on priait à Namo Asi Phật et jusqu'à la fin on retourne et on pensait de donner tous les bonnes choses de travail pour tout le monde. Un jour, c'est vient de comme Bouddha, intelligent et connaît la vérité de l'univers. Voilà, donc on rappelle que ce bel édifice est donc dédié aux personnes de confession bouddhiste, mais que ses portes sont aussi ouvertes aux simples visiteurs. C'est ça. Alors Chloé, pour conclure, on peut simplement rappeler que ce qui nous a été partagé, c'est que le plus important, ce n'est pas de construire des grands temples ou des grosses pagodes ou des énormes cathédrales et mosquées toutes dorées, tout ça. Le plus important dans ce qui nous est enseigné dans toutes les différentes croyances et les différentes religions, c'est tout d'abord le respect de la vie, quoi. Oui. Et puis, comme Bouddha, dans l'histoire de Bouddha qu'on a raconté là, lui, son exemple, c'est un exemple type. Il a connu l'illumination et l'éveil sur un simple figuier, voilà, pas dans dans un grand édifice tout doré et tout. Donc la simplicité, en fait. C'est ça. Très bien, merci beaucoup, Duke. Merci à toi, Chloé. Merci encore à vous à la maison. Et nous, on rejoint Marie-Hélène pour la rubrique Job et éducation. Aujourd'hui, on s'envole pour l'Indonésie, alors à la découverte d'un système de bourse pas comme les autres puisqu'il s'agit d'une bourse pour s'enrichir de l'art et de la culture indonésienne. Alors bonjour Marie-Hélène, et alors raconte-nous avec cette bourse, à quoi les jeunes doivent-ils s'attendre ? Alors bonjour Chloé, bonjour à vous fidèles téléspectateurs. Alors grâce à cette bourse, les jeunes ils pourront donc découvrir, si tu veux, la culture indonésienne et puis la partie artistique finalement de l'archipel. Alors il faut savoir que cette démarche, cette bourse n'offre aucun diplôme à la clé, donc voilà, ça ne sera pas validé par un diplôme, mais bon, ce n'est rien, on privilégie l'expérience. D'accord, donc là c'est l'expérience vécue, la rencontre, l'échange culturel qui est privilégié, la rencontre aussi donc avec les Indonésiens, les natifs. Et donc lorsque le jeune fait acte de candidature, qu'est-ce qui lui est proposé clairement ?
Alors, il y a plusieurs possibilités en termes d'apprentissage. Alors, on va en citer quelques-uns, Chloé. Bon, bien évidemment, il y a l'apprentissage de la langue indonésienne, mais également des langues régionales. Le postulant va également pouvoir, si tu veux, s'enrichir de tout ce qui est musique. Donc, apprendre, par exemple, les danses traditionnelles, découvrir les instruments également traditionnels, découvrir l'artisanat aussi, les spécialités culinaires, et puis faire du tourisme également. D'accord, donc c'est une véritable immersion, comme on le disait, au cœur de la culture indonésienne. Combien de temps dure ce séjour ? Alors, figure-toi qu'il y a plusieurs durées en fait pour les séjours, puisqu'il y a 2 bourses proposées. On va donc commencer par la bourse dite de courte durée. Il s'agit donc de la bourse BSBI pour Bourse des Arts et de la Culture donc indonésienne. Donc sa durée est de 3 mois, Chloé. Et donc il existe l'autre bourse, la bourse qui s'appelle Dharma Siswa, qui elle peut durer de 6 mois à 1 an. Donc tu te doutes bien que chaque bourse a ses particularités. Donc on va commencer par parler, si tu veux bien, de la bourse de courte durée. 3 mois. Exactement. Donc, il faut savoir que plusieurs pays, en fait, sont concernés, en plus de la Calédonie, par ce dispositif, par ce programme. Alors, il y a beaucoup de pays qui sont concernés ? Eh bien oui, figure-toi qu'il y en a pas mal, ils sont nombreux. Alors, pour te donner un exemple, de 2003, si tu veux, à 2013, 55 pays déjà étaient concernés par le programme. Ça va. On retrouve, exactement, on retrouve donc les pays, si tu veux, qui font partie de l'ASEAN, l'ASEAN étant donc l'association des nations du sud-est asiatique. Donc, je vais te citer quelques pays, Brunei, Thaïlande, Cambodge, quoi d'autre encore, Singapour, le Laos, la Malaisie. Ensuite, il y a des pays de la zone Pacifique. On retrouve l'Australie, les Fidji, la Nouvelle-Zélande, les îles Cook, Marshall, la Papouasie également. Du côté de l'Europe, on trouve l'Italie, le Danemark, la Bulgarie, les Pays-Bas. Et puis, du côté de l'Afrique, on trouve également le Maroc et l'Afrique du Sud. Donc, tu vois, pas mal finalement de personnes. De partout en plus. Exactement, venant de partout du monde entier en fait, sont concernés. Et donc finalement, si tu veux, chaque année, le ministère des Affaires étrangères invite en fait de nouvelles contrées à les rejoindre. Les derniers à rejoindre le programme sont donc le Canada et l'Ouzbékistan, qui est donc un pays de l'Asie centrale. D'accord, donc avec tous ces pays invités, j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de candidats à cette bourse. Eh bien oui, mais figure-toi que les places sont quand même limitées. Donc il va falloir être retenu. Donc on est sélectionné par le ministère des Affaires étrangères, qui travaille donc de concert avec l'ambassade ou les consulats d'Indonésie. Et donc pour la Calédonie, par exemple, 1 ou 2 personnes sont concernées, pas plus. Ok. Tu vois, donc les places sont chères. Ensuite, au niveau de la sélection, si tu veux, bien évidemment, la formation du candidat va effectivement peser dans la balance, et puis également son milieu social. Alors, une fois que les candidats sont sélectionnés, quel programme les attend pour, par exemple, les 3 mois de séjour pour la bourse de courte durée en Indonésie? Oui, alors, les jeunes vont se retrouver en fait en groupe dans un centre d'art, voilà, pour un séjour qui va se dérouler à Java ou à Bali. Alors, pour, si tu veux, la sélection de ce centre d'art-là, chaque candidat va en fait émettre 2 vœux pour permettre un choix. Ensuite, si tu veux, il faut savoir que chaque centre d'art va proposer ses propres cours, son propre programme, en accord en fait avec la région où il se trouve. Mais bon, l'objectif reste de toute façon d'acquérir un maximum de connaissances dans les domaines artistiques et dans le domaine linguistique, donc au niveau de tout ce qui est langue indonésienne et langue régionale. Voilà. Et à la fin du séjour, il y a donc un spectacle en fait qui est donc proposé voilà, pour montrer tout ce que les étudiants, enfin les personnes qui ont bénéficié de cette bourse ont donc appris pendant leur séjour. D'accord, donc ça c'est pour la bourse de courte durée. Oui. Tu parlais également d'une autre bourse qui dure plus longtemps, de 6 mois à 1 an. Donc est-ce que tu peux nous parler de cette bourse? Oui, alors il s'agit donc de la fameuse bourse qu'on appelle Dharma Siswa. Donc cette bourse-là concerne les étudiants. Donc il faut avoir envie de consacrer 1 année de sa vie voilà, pour vivre une expérience, on va dire, à l'heure indonésienne, puisque, on le sait, on l'a dit, cette année ne sera validée par aucun diplôme, donc on privilégie, si tu veux, voilà, l'immersion, on privilégie la rencontre avec les natifs. C'est un petit peu l'auberge espagnole, quoi, avec le programme Erasmus qu'on connaît très très bien en Europe. D'accord, donc si on a du temps devant soi et qu'on est prêt à partir pour 1 année entière, c'est une opportunité à saisir apparemment. Moi j'ai envie de te dire que oui, voilà, il suffit d'avoir un petit peu de temps devant soi. Oui, c'est ça.
Alors l'objectif de la bourse d'Armasiswa est donc la même, tu t'en doutes bien, que la bourse donc, des arts et de la culture, hein, la BSBI, exactement, qui est donc l'apprentissage de la langue indonésienne, hein, et puis des langues régionales, l'apprentissage de la musique, des danses traditionnelles, de l'art culinaire et puis bien évidemment de l'artisanat. D'accord, donc tout cet enseignement, il le découvre également dans les centres d'art? Alors pas vraiment, petite originalité donc de la bourse, cette fois l'enseignement se déroule dans des écoles supérieures en fait, hein. Donc faut noter quand même que l'Indonésie est bien pourvue en termes d'écoles, hein, d'universités, puisqu'il y en a quand même pas moins de 50. Hein. Ah oui. Donc le choix risque d'être difficile, mais du choix, voilà, c'est possible en tout cas de faire un choix. Et puis moi j'ai envie de te dire qu'on ne va pas poursuivre davantage, hein. Je pense que les téléspectateurs ont envie de savoir s'il y a des Calédoniens qui ont déjà bénéficié de cette bourse. Donc nous allons tout de suite aller à la rencontre de Stéphanie Sagit, qui est donc une Calédonienne d'origine indonésienne, qui est partie donc pour un séjour de courte durée. Nous découvrons tout de suite le reportage de Duke Menongo. Depuis toute petite, mon père ainsi que ma grand-mère et mon grand-père me parlaient beaucoup de l'Indonésie. Voilà, je ne connaissais pas du tout le pays et c'était vraiment par curiosité et de mettre des images sur ce que tout le monde me racontait en fait. Tous les jours, donc on avait des cours de langue, des cours de danse, des cours de musique et des cours de culture. Le but est de nous faire vivre ce que vit un Indonésien tous les jours. À Surabaya, j'ai eu de la chance d'être tombée dans une des plus grandes écoles de danse, en fait. Et donc, la directrice de cette école de danse était notre tutrice. Donc, j'ai appris des danses basiques, mais parce que j'avais jamais dansé de danse indonésienne de toute ma vie. Et je ne pensais pas d'ailleurs que c'était aussi compliqué, parce qu'on les voit, on dirait qu'elles ont des ailes et qu'elles volent et tout ça. Et au final, je m'en suis bien sortie parce que bon, c'était quand même très cadré. Hein. Notre directrice, elle attendait vraiment de l'évolution. Donc du coup, voilà, j'ai pu apprendre vraiment les bases donc, durant les 3 mois. Et donc j'ai ramené 3 danses ici, donc que j'ai apprises là-bas et que j'apprends justement aux danseurs de l'association indonésienne. This program actually try to introduce to young generation who interested in Indonesian culture and arts. As you may already aware that the historic background also influence in New Caledonia. Now maybe more than 7,000 Indonesian descendants living here in New Caledonia. I think the introduction of Indonesian cultures will be beneficial not only to Indonesian dissidents, but also to another New Caledonians. Marqué, c'est lorsque j'ai donné à manger aux sans-abri. En fait, c'est vraiment le moment qui m'a fait le plus ouvrir les yeux, je pense. Il y avait des plus anciens comme des plus jeunes, mais le truc, c'est que quand je leur tendais le bol de riz, en fait, c'est là que j'ai vu les plus beaux sourires de toute ma vie. Voilà, ils avaient le sourire, ils étaient... rien que dans leurs yeux, on voyait la reconnaissance et tout, même si on ne se parlait pas forcément. C'était, voilà, je pense que c'est ça, c'est ce que je retiens en fait. Et que c'est à partir de ce moment-là que ça m'a vraiment, ça m'a ouvert les yeux. Parce que là-bas, en fait, quand je suis arrivée à Surabaya, quand j'ai vu l'endroit où on allait passer les 3 mois,
j'ai eu peur et j'avoue que je me suis dit je vais peut-être faire demi-tour, je vais peut-être pas pouvoir rester parce que c'était petit, j'avais pas de fenêtre dans ma chambre, le pomme de la douche était dans les toilettes, j'avais pas d'eau chaude, c'était que de l'eau froide, pas de machine à laver, que des grosses bassines pour laver nos vêtements. Et c'est vrai que le concept de cette bourse, c'est vraiment de nous faire vivre comme un Indonésien. Mais quand on n'est pas habitué à ça, ça fait quand même bizarre. Et du coup, j'ai mis une semaine vraiment à m'adapter. Mais quand j'ai fait cette expérience-là, aller voir les sans-abri, là, tu te dis, même chez toi, te plains plus, quoi. Et aujourd'hui, je me plains, mais je fais attention de quoi. Et c'est clair que là, je vois vraiment les choses différemment aujourd'hui. Oui, donc c'est une sacrée aventure pour les jeunes Calédoniens, donc soit les Calédoniens d'origine indonésienne, comme on vient de le voir avec Stéphanie, ou alors des Calédoniens pas forcément indonésiens, mais qui ont envie de s'immerger dans une culture inconnue. Exactement, c'est vrai. Et j'ai envie de te dire que l'originalité, non, mais ce qui est très bien, hein, qui dit bourse, dit forcément prise en charge quelque part, c'est qu'avec la bourse donc de courte durée, hein, les jeunes sont quand même bien lotis. Hein, par exemple, les frais scolaires sont pris en charge, les billets d'avion également, l'hébergement et les transports sur place aussi, les repas, l'assurance maladie, et puis ils ont même une allocation, si tu veux, mensuelle. Donc voilà, c'est quand même très intéressant. Ils n'ont quasiment rien à débourser. Quasiment rien. Puisqu'ils ont la bourse qui leur permettra donc de pallier les dépenses. Donc c'est tout bénef. Alors est-ce que c'est la même chose pour la bourse Dharma Siswa? Alors pas tout à fait. Pour la bourse Dharma Siswa, donc les frais scolaires sont gratuits certes, mais toutefois il faudra payer son billet d'avion, aller et retour. Voilà, c'est à la charge donc de l'étudiant qui postule. Pareil, tout à fait. Et puis bien évidemment il aura également une allocation mensuelle de 20 000 francs par mois qui lui permettra donc de payer son hébergement, ses repas, ses transports. Bien évidemment, à l'arrivée en Indonésie, bon, les jeunes vont être aidés par bien évidemment des instituts d'éducation qui sont là pour les accompagner, les guider. Et puis, ils sont également quand même accueillis par un comité, si tu veux, du programme, voilà, tout à l'arrivée, quoi, pour ne pas non plus se retrouver comme ça dans un pays sans savoir quoi faire. D'accord, moi j'imagine que les jeunes ou les étudiants qui partent doivent quand même s'engager en contrepartie. Eh bien oui, tu as raison de le préciser Chloé, parce qu'il s'agit, une fois qu'on accepte de partir et qu'on est là-bas, il faut aller jusqu'au bout du cursus. Ensuite, avant le départ, on signe aussi une convention en fait avec le consulat et le ministère donc, de l'Éducation et de la Culture, qui précise, si tu veux, des obligations assez strictes. Par exemple, le jeune qui sera là-bas, il va falloir que se tienne un petit peu à carreau, c'est-à-dire... Oui, ça c'est normal. Oui, c'est vrai, c'est normal. Mais attends, quand je vais donner les petites précisions, tu vas voir que c'est quand même pas du gâteau. Ne pas commettre de délit, on a envie de dire, c'est une évidence. Vaut mieux. Ne pas travailler, ne pas faire de recherche non plus. Ça, c'est bizarre. Oui, c'est particulier, on va dire. Ensuite, il ne faut pas, bien évidemment, consommer de drogue. Il ne faut pas non plus s'impliquer dans les activités politiques de l'Indonésie. Et puis, on a le droit à une sortie, si tu veux, par an. De toute façon, on reste une année. On n'a droit qu'à une sortie du territoire hors période scolaire. D'accord. Donc, il faut accepter la réglementation du pays d'accueil. Exactement. Alors, pour les jeunes qui sont intéressés donc, par ces deux programmes, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour déposer leur candidature? À qui ils doivent s'adresser? Comment ils font? Alors, pour la Dharma Siswa, il faut avoir au maximum 35 ans. Il faut être donc étudiant. Ensuite, il faut donc bien évidemment se renseigner. Donc, il faut noter que la campagne de candidature, donc, elle va débuter au 1er mars prochain et se terminer au 30 avril. Donc, si vous êtes intéressé, notez bien ces petites dates. Et puis, l'absence se fera donc de septembre 2015 à août 2016.
pour la bourse de courte durée, donc la bourse des arts et de la culture. Il faut avoir entre 21 et 30 ans. Ensuite, il faut savoir que la campagne a déjà commencé en fait, voilà, pour l'année, cette année en fait, elle est donc terminée même. Donc pour le prochain départ, il faudra donc se renseigner au mois de décembre. C'est au décembre de chaque année qu'il faut donc se renseigner pour cette bourse. Il faut avoir le bac, être de nationalité française, et puis il faut donc soit être salarié, demandeur d'emploi, ou bien être un jeune, voilà, titulaire du bac ayant envie de vivre cette expérience. Qui a fini son cursus scolaire. En tout cas, qui n'a pas envie de poursuivre tout de suite vers des études supérieures, par exemple. Ensuite, avoir un parcours artistique, Chloé, est quand même un bon point, de même que des intérêts pour l'art en général. Donc, pour se renseigner, il va falloir donc se rapprocher du consulat. On va donner le numéro de téléphone de suite et vous pourrez composer le 23 28 81. Et puis, on peut également se renseigner à la mission d'insertion des jeunes à Nouméa au 23 27 24. D'accord. Alors, est-ce qu'il faut se préparer un petit peu à ce type de séjour ? C'est toujours mieux de s'y préparer, j'ai envie de te dire, pour mettre toutes les chances de son côté. Donc, pour donner quelques exemples, quelques indications, il va falloir quand même avoir des notions, si tu veux, en langue indonésienne. C'est toujours mieux. Si on ne peut pas, il vaut mieux avoir un bon niveau d'anglais, pouvoir quand même communiquer avec les gens une fois sur place. Minimum, quoi. Exactement. Ensuite, apprendre quelques pas de danse, puisque comme la danse traditionnelle fait partie du programme, peut aider également. D'accord. Alors, depuis que ce programme existe, est-ce qu'il y a beaucoup de Calédoniens qui ont... Alors déjà, depuis quand ça existe et est-ce qu'il y a beaucoup de Calédoniens qui ont bénéficié de cette bourse? Alors le programme, figure-toi, il existe depuis 2010, mais peu de Calédoniens pour l'instant ont bénéficié du programme. En tout cas, les premières demandes sont arrivées en 2012 avec un premier départ. Ensuite, en 2014, il y a eu 2 départs pour la bourse de courte durée. Et puis donc en 2015, figure-toi, il y a déjà 2 Calédoniens qui sont donc en lice. Qui sont-ils? Et tu connais un des 2 jeunes. Alors c'est qui? Un slammer. C'est Fabrizio. Yes, 1 point. Fabrizio Bottaro partira donc pour un programme de courte durée. C'est bien ça. Oui, c'est génial pour lui. Alors il faut savoir que du fait qu'il ait un bon parcours artistique, donc ça a été un bon point pour lui. Et puis le fait aussi qu'il voyage pas mal. Et puis l'autre personne, c'est donc une Calédonienne d'origine indonésienne. D'accord, très bien. Bon, merci beaucoup Marie-Hélène. Avec grand plaisir. À bientôt, au revoir. Alors nous, on quitte l'Indonésie, on va juste à côté au Vietnam pour notre fin bon. C'est parti. Et Davina, on te retrouve. Alors qu'est-ce que tu nous proposes de bon aujourd'hui pour ce fin bon? Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au nem vietnamien. Donc déjà, qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce fameux nem? Que déjà, selon la région, il aura un nom différent. Il s'appellera nem pour les Vietnamiens du Nord, ou alors dans le Vietnam du Sud, ce sera plutôt cha ngeo. Excusez-moi pour la prononciation. Donc voilà, il a été très apprécié dans la cour impériale, ce qui lui a valu d'ailleurs son fameux nom de pâté impérial ou de rouleau impérial. Donc après, selon le pays où tu vas, il est très représenté aussi, partout dans le monde, mais il aura des noms différents. Donc dans les pays anglo-saxons, on va plutôt l'appeler le spring roll. Ou alors, par exemple, chez nos amis de Suisse, là, on va l'appeler rouleau de printemps. Ah oui, alors que pour nous, le rouleau de printemps, c'est pas du tout... C'est pas du tout la même chose. Déjà, c'est pas cuit, le rouleau de printemps pour nous. Oui, pour nous, mais bon, pour eux, ça n'a pas trop de différence apparemment, puisqu'ils cataloguent un peu tous. Mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent, c'est suisse. Donc au Vietnam du Sud, cette recette s'appelle, donc je vous le disais, le cha ngeo. Il existe différentes préparations de ce plat. Donc tu peux retrouver le nem chua qui est constitué de viande hachée fermentée. Donc c'est assez spécial comme goût. Ça va être fort en goût. Ouais, mais il paraît que c'est pas mal. Donc il faudrait essayer un jour, pourquoi pas. Il y a aussi le nem nuang qui est donc une brochette de boulettes de viande de porc. Là, bon, c'est pas fermenté, mais c'est assaisonné et cuit au barbecue. Donc ça porte le même nom, mais c'est pas tout à fait le même genre de plat. D'accord. Alors on sait qu'il y a plusieurs variantes de nem qui existent, mais au départ, traditionnellement, il y en avait combien exactement? Et puis qu'est-ce qui les différenciait, ces variantes de nem?
Alors au départ, il y en avait 3, Chloé, et en fait, ce qui les différencie, c'est juste ce que tu vas mettre dedans, donc la composition de la farce, tout à fait. Donc à la base, eux, ils utilisaient bien sûr donc, la viande de porc, mais aussi ils faisaient de la farce avec de la viande de poulet ou encore avec des crustacés, donc mélanger crabe et crevettes. Pas avant février. C'est vrai, pas avant février, je le rappelle. Alors pour ce qui concerne donc, la farce du nem vietnamien, puisque c'est celui qui nous intéresse, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, plutôt que de t'en parler pendant des heures et mieux que ça, je te propose donc de venir voir avec moi ce petit reportage dégustation voilà, de nem vietnamien à base de porc réalisé par Jean-Charles du restaurant Le Jasmin à la fois. Il a pour nous préparé donc cette fameuse recette devant la caméra de notre collègue Alexandre Sigura. On regarde. Bonjour, aujourd'hui nous allons préparer des nems au porc. Pour cela, il nous faudra de la védecine, du sel fin, du gnoc mam, du poivre, de l'ail haché, des oignons ciselés, du porc haché, du vermicelle chinois et des champignons noirs émincés. Donc nous prenons un coup de poule pour confectionner notre farce à nem. Donc on met le porc dans le cul de poule et on met tous les ingrédients qui se trouvent ici. Donc la védecine, le sel, le gnoc mam, le poivre et l'ail haché. Nous mettons aussi les oignons, le vermicelle chinois et les champignons noirs émincés. Quand tout est mis comme ça, comme cela, nous malaxons toute la farce. Hop là. Voilà, il faut que ça soit bien mélangé. Et voici notre farce bien mélangée, prêt à mettre en poche andouille pour pouvoir rouler les nems. Alors on va goûter. On sent bien le gnoc mam, l'ail, donc c'est parfait. Voilà, nous avons fait de la place sur le plan de travail pour y mettre un torchon. On place comme ça, on prend des galettes de riz, on le trempe juste sur une face et la surface mouillée vers le haut. Très important, il ne faut pas que la galette soit trop mouillée. Donc on prend notre poche à douille, on met de la farce dans notre poche à douille. Il ne faudra pas oublier de couper à l'extrémité. Et voilà. Donc voici notre nem. Donc le roulage il est très simple. Il faut bien serrer. Il faut bien rouler. Les deux extrémités on presse. On recouvre. Et on finit. Et voilà le nem. Voilà, donc on va le répéter plusieurs fois. Donc le côté mouillé vers l'extérieur. Donc le plus simple c'est d'attendre un tout petit peu pour que la galette soit bien mouillée. Là j'ai été un peu trop vite, du coup ça s'est cassé. Donc on prend la poche à douille, on va attendre un tout petit peu.
Et il faut bien serrer pour qu'à la cuisson, ça ne se casse pas. Donc bien serré aux extrémités. Et bien serré, bien compressé pour pas qu'il y ait de l'air pour la cuisson. Alors nous prenons les 5 nems pour une portion. On va les plonger dans de l'huile chaude. Voilà, sans se brûler bien sûr. On va prendre notre petite araignée. Et donc là, on les évite qu'ils collent. On va les décoller à la fin. Ça seront durs. Donc il faudra 1 minute 30 environ de cuisson. Donc on les décolle dès que c'est un peu dur. Comme ça, vous les cassez pas. Voilà. Et là, on va les laisser cuire pendant 1 minute, 1 minute 30. Le temps qu'elles durcissent. Donc on va les sortir. Donc ils commencent à être durs, donc c'est parfait. On va les laisser encore 15 secondes pour qu'ils se finissent de cuire à l'intérieur, pour être sûr. Donc là, ils sont bien durs. C'est nickel. Donc on va juste attendre un tout petit peu. On peut baisser le feu. Voilà, on va juste attendre. Et puis on va les sortir dans une passoire. Et on va dresser sur une petite assiette garnie de salade et de menthe, bien évidemment. Voilà, tout simple, on peut sinon les superposer avec sa petite sauce à base de gnocchi, d'eau, de sucre et d'ail, tout simplement. Donc voilà, comme tu as pu le voir, c'est pas très compliqué à faire. Hein, mais après, le secret d'un nem réussi, c'est bien sûr l'esthétique. Donc là, tout réside dans comment tu vas rouler ton nem. Le roulage, voilà, très important. Tout à fait. Il a donné d'ailleurs quelques petites astuces, hein, notre ami Jean-Charles. Et puis, bien sûr, aussi dans l'accompagnement qui va aller avec ce nem. Donc, et qui va aider à relever un peu le goût et faire que le nem soit excellent. Oui, alors d'ailleurs, dans la recette qu'on vient de voir, le chef nous donne sa recette de la sauce qui l'accompagne. Est-ce que toi, tu aurais quelques petits conseils à nous donner par rapport à ça? Oui, moi je conseillerais aussi de rajouter quelques petits ingrédients parce qu'à la base, il y a plus d'ingrédients que ça dans la sauce à nem. Donc déjà, il faudrait rajouter du vinaigre de vin blanc et du citron pour faire un peu du contraste avec le sucre que tu vas mettre. D'accord. Voilà. Après, pour donner un peu plus de goût aussi, tu pourrais mettre du gingembre parce qu'ils le mettent. Ils mettent beaucoup de gingembre dans leur plat. Ça rehausse. Ils disent que ça a des vertus aussi, le gingembre, pour la santé, donc pourquoi pas. Et puis pour la couleur, il faut aussi rajouter quelques petites lanières de carottes. Et puis pour ceux qui aiment, eh bien, pourquoi pas rajouter aussi du piment ciselé. Mais bon, là, il faut vraiment aimer les plats relevés, quoi. D'accord. Et à part le nem, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans les autres plats traditionnels vietnamiens? Eh bien, écoute, hein, tu vas retrouver notamment la fameuse soupe pho. Donc voilà, c'est le plat traditionnel vietnamien par lequel débute toute journée d'un Vietnamien qui se respecte. Donc voilà, tu peux le consommer à toute heure de la journée et puis il est très représentatif du pays et des gens de là-bas. D'ailleurs, on ne sait pas exactement d'où viennent les origines de la soupe, mais on suppose, hein, il y a une théorie qui dit que, en fait, sous l'influence française, les Vietnamiens auraient voulu faire un équivalent du pot-au-feu, tout simplement. Donc voilà, c'est devenu la soupe pho des Vietnamiens. D'accord. Donc après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les gens du Nord et les gens du Sud, encore une fois, le consomment différemment. Au Nord, c'est vraiment le bouillon qui est mis en avant et qui fait que la soupe pho est réussie ou pas. Ouais. Par contre, au Sud, eh ben là, ça va dépendre de ce que tu vas mettre comme ingrédient. Comme garniture. Voilà, c'est la garniture qui va faire
vraiment la différence. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre en fait? Après, écoute, nos amis vietnamiens, eux, ils utilisent vraiment beaucoup d'ingrédients. C'est assez lent à faire la soupe pho, mais c'est ce qui fait aussi que c'est excellent. Ils conseillent aussi d'utiliser le bœuf. C'est une des viandes qu'ils disent être la plus saine. Donc voilà, il faut bien sûr quand tu la mets dans la soupe pho, couper très très fin. Parce que le but, en fait, on me dit, c'est qu'il faut que ça fonde un peu, comme les autres légumes d'ailleurs, dans la bouche. D'accord. Par contre, nous ici, on le fait, ça prend plusieurs heures de faire de la soupe pho, c'est très long, je te le dis, mais là-bas, eux, ils laissent le bouillon parfois plusieurs jours. Plusieurs jours. Plusieurs jours en cuisson. Ah oui. Ah oui. Donc voilà, c'est vraiment... Pour donner tout son arôme au plat. Quoi. Au plat, aux légumes, pour qu'ils rendent leur saveur, il faut vraiment que ça soit plusieurs jours, c'est beaucoup quand même. Plusieurs jours, et oui, écoute, c'est le secret d'une soupe pho réussie, tout à fait. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre, en fait? Quel que soit, malgré donc, cette notion de longueur de cuisson, quel que soit l'endroit où tu vas être au Vietnam, partout où tu vas aller, tu vas toujours retrouver des vendeurs de soupe pho, tout simplement. Donc, à tous les coins de rue. À tous les coins de rue, tout à fait. Une envie de soupe pho, juste à côté. Ils sont là. Et côté dessert, alors, qu'est-ce qu'ils nous proposent, nos amis vietnamiens? Eh bien, ils ont un gâteau bien spécifique qui s'appelle le Ban Quan. Excusez-moi pour la prononciation. Voilà, le dit mieux que moi. Le Ban Quan. C'est le fameux gâteau enroulé. Il est réalisé comme une crêpe à base de farine de riz. Et puis, il est garni essentiellement de viande, de porc haché et de champignons noirs, les mêmes que tu vas retrouver dans les nems. Des champignons? Champignons noirs. Dans le dessert? Oui, écoute, chacun ses goûts. Hein. D'accord, ils appellent ça pourquoi pas. Un dessert. Et en plus, on va dire la cerise sur le gâteau, c'est qu'ils mangent ça avec du gnoc mam. C'est particulier, à goûter, C'est particulier et c'est spécifique de nos amis vietnamiens. Après, la préparation de cette pâte, elle est très, très spécifique et très spéciale aussi. D'ailleurs, elle a un deuxième nom, et en français, son deuxième nom, ça veut dire gâteau mouillé. Parce que justement, le secret de ce gâteau, c'est qu'il faut tout le temps, pendant la préparation et jusqu'à la cuisson, que la pâte reste mouillée. C'est ça qui va faire que ton gâteau soit réussi. D'accord, un gâteau salé. Bon, ça donne faim quand même, à goûter. Oui. Très bien, merci beaucoup Davina. Merci à toi Chloé et à demain tout le monde. Quant à nous, on s'occupe de vous avec Anna, c'est tout de suite. Bonjour Anna, alors en début de semaine, tu nous avais parlé du massage baliné et aujourd'hui tu vas nous parler du Reiki, qui est aussi une technique de massage, c'est ça? Bonjour Chloé, bonjour à tout le monde. Alors oui, nous allons bien parler du Reiki Chloé, mais à savoir que ça n'est pas exactement une technique de massage, mais bon, ça va avec. Mais par exemple, comme le massage, le Reiki, il va aussi améliorer notre état de santé, en même temps que notre état psychologique. Donc ça rejoint un peu les techniques de massage. Alors si ce n'est pas une technique de massage, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est le Reiki et d'où ça vient? Alors pour commencer, donc le Reiki, eh bien, c'est d'origine japonaise, donc, et ça signifie donc, le mot Reiki, ça désigne à la fois ce que l'on ne voit pas, mais ce que l'on perçoit donc au-delà de l'apparence physique. Voilà un peu la signification du mot Reiki. Et en fait, il y a plusieurs appellations pour cette technique. Ça va être le Qi, par exemple, pour les Chinois, et pour les Hindous, ça va être le Prana. Donc, à première vue, quand on assiste à une séance de Reiki, ça ressemble un peu à une imposition des mains faite par un guérisseur. Mais, puisque le malade, donc le patient, il est allongé, donc, tout simplement sur un matelas. Le maître de Reiki, il est assis à côté, donc et il pose ses mains à plat. Donc, ça commence par quelques minutes sur les yeux. Ensuite, il descend vers les oreilles, les tempes, le ventre, et enfin sous la tête ou sous les genoux. Donc, alors, pardon, excuse-moi. Non, à toi l'honneur. Non, simplement, qu'est-ce que c'est censé nous apporter justement ces mains à poser? Qu'est-ce que le Reiki apporte? Alors, c'est censé améliorer donc la santé, comme je disais tout à l'heure, et puis l'état psychologique, comme par exemple les névroses, les phobies, les blocages relationnels ou même les angoisses. Donc, moi, je ne suis pas trop spécialiste du Reiki, donc je préfère laisser le soin à Gaëlle Wéry, qui est elle, donc spécialiste dans la matière. Et donc là, Chloé, je te dis tout simplement juste du silence et de la concentration. Et on regarde le reportage, c'est signé Duke Menango.
Reiki est d'origine japonaise, du moins le Reiki Ushui comme je le pratique et comme je l'enseigne aujourd'hui lors des formations. Mais il trouve aussi ses origines dans les écrits de Bouddha, où on explique que c'est le type de médecine qu'il utilisait pour rééquilibrer son corps. Et Lao Tzu aussi en faisait allusion dans ses tout premiers écrits qui ont été relatés beaucoup plus tôt que tout cela. Le principe, ça marche comment on peut rééquilibrer un corps? On part du principe qu'on va rééquilibrer les différentes parties du corps et c'est la personne elle-même, c'est son corps elle-même qui engendre le processus de rééquilibrage, le processus de guérison. Comme explication simple, on peut prendre l'exemple d'un ordinateur portable, par exemple, où la prise électrique sur laquelle on va brancher notre ordinateur, c'est cette source d'énergie intarissable, permanente, qui ne s'épuise jamais, qui est la source Reiki. Le petit transfo entre deux, c'est le praticien, celui qui est capable de capter cette énergie Reiki, et l'ordinateur qui se recharge, et le patient qui vient recevoir une séance. Assez rapidement, lorsque j'ai obtenu mon diplôme de kiné, j'ai vite compris que le corps ne se résumait pas simplement à la matière physique dont on pouvait avoir accès en tant que kiné. Et ayant eu moi-même des perturbations médicales au niveau de mon corps, j'ai voulu aller un petit peu comprendre et apprendre ce qui pouvait se passer de manière un peu plus subtile. Et c'est ainsi que je suis partie en Thaïlande à l'âge de 24 ans et que j'ai rencontré ce qui est aujourd'hui ma maître de Reiki qui m'a formée à cette technique qui est le Reiki. Le Reiki est une technique de soins naturel qui induit une relaxation profonde et une réduction du stress. C'est surtout le principe est de créer un moment de bien-être avec soi. On peut prendre l'exemple d'une salle qui se refroidit à la climatisation. Par exemple, je ferme cette salle, je mets la clim sur 15 degrés. Dehors, il fait 30 degrés. Si j'ouvre les portes, assez instantanément, on va avoir la même température extérieure-intérieure. Là, on agit un peu de la même manière, c'est-à-dire qu'en allant poser nos mains sur les différentes parties du corps qui sont en déséquilibre, on permet de rétablir la vibration fondamentale qui relance tous les processus d'auto-équilibre du corps. Et ainsi permettre à la personne de soit soulager un problème physique, soit soulager un problème émotionnel et voire même d'ordre différent. Le Reiki est une très belle technique complémentaire, c'est-à-dire qu'elle peut aider en cas de pathologie de long terme, de longue maladie quelconque, d'accompagner la personne sur ce chemin. C'est l'une des meilleures techniques antidouleurs à ce jour que je connaisse, qui ne nécessite pas la prise de médicaments ou de plantes quelconques. Ça permet de relancer toute cette vitalité qui existe en nous. Vous voyez, ces moments où on se trouve fatigué ou alors on n'a pas la patate, on n'a pas envie de sortir de notre lit, et bien grâce à cette technique, on va aller rebooster un petit peu toutes nos batteries de manière à pouvoir prendre du recul sur notre situation et d'aborder les choses avec beaucoup plus de lâcher prise. C'est aussi une technique qui nous permet d'apprendre à être dans ce qu'on appelle l'instant présent et à intégrer l'entièreté de notre personne. J'essaye au maximum de le pratiquer le plus possible de manière thérapeutique et accessible, de manière à pouvoir peut-être un jour l'emmener dans des milieux conventionnels. Ayant pu constater dans un milieu conventionnel de kiné l'utilité et l'efficacité de cette méthode dans des bobos du quotidien et dans des prises en charge thérapeutiques kiné, mon rêve et mon souhait serait de pouvoir le rendre accessible au maximum de personnes. On me demande souvent, ou on me pointe souvent du doigt en me disant « oui, mais le Reiki, c'est une secte ». C'est vrai, même moi, quand j'ai appris à pratiquer le Reiki, j'ai beaucoup eu peur, j'ai été décriée de ce qu'on pouvait trouver sur le chemin du Reiki. Il y a plusieurs éléments qui nous permettent de démontrer que ce n'est pas une secte. Déjà, il n'y a aucune affiliation à une religion ou à une croyance quelconque. À aucun moment, vous ne devez verser de l'argent à long terme. Comme toute formation, à un moment, vous devez payer cette formation. Mais à aucun moment, vous ne devez continuer à alimenter votre maître Reiki avec de l'argent. Il y a 5 principes très simples Reiki qui sont enseignés lors des formations qui ont été mis en place par le docteur Mikao Ushui. Le premier, c'est aujourd'hui, juste pour aujourd'hui, pas de colère.
Je vais aller très brièvement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais se mettre en colère ou que la colère est mauvaise, puisqu'elle fait partie de nos émotions, donc elle est essentielle. Mais c'est principalement plutôt de dire aujourd'hui, juste pour aujourd'hui, je ne me laisserai pas diriger par ma colère. Aujourd'hui, deuxième principe, aujourd'hui, juste pour aujourd'hui, pas de stress. C'est-à-dire aujourd'hui, juste pour aujourd'hui, encore une fois, je ne me laisserai pas diriger par mon stress et je prends conscience que la tension que je peux mettre dans mon corps peut se soulager simplement en prenant conscience. En prenant conscience, je suis tendue, et bien j'accepte que je suis tendue. Donc juste pour aujourd'hui, pas de stress. Aujourd'hui, juste pour aujourd'hui, je vis et je travaille honnêtement. Ce qui paraît assez logique, mais c'est simplement de réussir à respecter tant dans sa vie professionnelle que familiale, que amicale, ce principe d'honnêteté envers soi et d'honnêteté envers les autres. Aujourd'hui, quatrième principe, juste pour aujourd'hui, honore tes parents, tes professeurs, tes aînés et toute forme de vie. Et même souvent, si nos parents ont tort dans certaines choses ou nos anciens ont des paroles déplacées, c'est de eux que vienne la vie. Donc dans le principe de Reiki, ils sont à respecter quoi qu'il en soit. Et j'aime beaucoup ce principe surtout parce qu'il dit aussi de respecter toute forme de vie. Et ça permet de prendre conscience de toute la globalité que notre vie présente aujourd'hui. Et dernier principe, aujourd'hui, juste pour aujourd'hui, sois reconnaissant de tout ce que tu as dans la vie. Et même souvent quand on n'a pas grand-chose, rien que de prendre le temps, et ça c'est pas moi qui le dis, des études scientifiques, heureusement beaucoup de gens se sont penchés là-dessus, des études sur la méditation et sur la gratitude ont été faites. Ils ont remarqué que sur un groupe de dépressifs chroniques, ils ont pris un groupe de dépressifs chroniques, ils leur ont demandé tous les jours de réciter ce pourquoi ils étaient gratifiants. Au bout de 15 jours, 3 semaines, ils ont pu déjà reconnaître une modification au niveau physiologique, une modification de tout ce qui se passait au niveau des informations physiologiques cérébrales. Et donc voilà, ce principe pour moi est le plus important et me permet de continuer à pratiquer ce que je pratique aujourd'hui. L'énergie est gratuite, donc ce n'est pas ce que vous payez quand vous allez voir un praticien Reiki. Ce que vous payez, c'est la formation qu'il a eue et l'expérience qu'il en a. Et ça, c'est important. Sur le territoire, on va trouver des prix qui vont aller de plus ou moins 4 000 francs à 10 000 francs la séance de Reiki, en sachant que la moyenne est aux alentours de 5 000 à 6 000 francs la séance. Donc ça, c'est pour les séances et les prises en charge thérapeutiques. Ensuite, au niveau des formations, vous allez trouver des tarifs pour les formations au premier degré qui varient de 12 000 à plus ou moins 20 000 francs la formation du premier degré. Et après, en fonction du degré suivant, ça continue à augmenter selon l'information. C'est surtout en parlant d'autonomie, c'est que chacun puisse prendre conscience qu'il est acteur, c'est le premier acteur, c'est le rôle principal, c'est lui qui le tient dans le cours de son équilibre de santé. Et donc d'avoir la possibilité de se former lui permet d'être autonome et de se prendre en charge dans son quotidien. Alors ça peut être tout simple, hein, j'ai mal à la tête, comme je disais tout à l'heure, j'ai mal à la tête, je pose mes mains sur ma tête, mais c'est aussi de permettre de se faire son autotraitement au quotidien pour éviter les déséquilibres. Ça reste une médecine, j'appelle pas ça une médecine, c'est plutôt l'art du toucher selon moi cette technique. Ça reste la meilleure technique de prévention que je puisse connaître pour éviter les déséquilibres de se manifester un jour en maladie. Maintenant, quand la maladie est déjà présente, elle permet de récupérer ce déséquilibre en fonction du déséquilibre présent et en fonction du potentiel vital de la personne. Et donc c'est bien pour ça que j'insiste, un praticien Reiki n'est pas un guérisseur. Un praticien Reiki est un facilitateur de l'énergie vitale dans le corps de la personne. Et c'est le corps de la personne qui relance son propre processus vital derrière afin d'obtenir un équilibre dans son corps et dans ses émotions et donc dans sa vie au quotidien, tant dans un point de vue professionnel que dans un point de vue personnel. Très intéressant et surtout très relaxant, surtout beaucoup de concentration. Hein. On peut remarquer qu'il y a une certaine façon de se positionner. Alors à quoi ça sert tous ces gestes, par exemple les mains jointes ? Alors Chloé, donc, comme on l'a vu, le praticien donc, Reiki, il procède au traitement donc, du patient par
les différentes parties du corps, donc avec des enchaînements de gestes spécifiques pour chaque problème physique ou psychologique. Donc sa gestuelle, donc, elle est codifiée, c'est un enchaînement en fait, de gestes donc, qui permettent de transmettre en fait, de l'énergie au corps, tout simplement. Alors, on pourrait confondre la technique Reiki avec des techniques liées à des pratiques spirituelles, mais ce n'est pas le cas, comme on l'a vu dans le reportage, ça a été spécifié. Le Reiki n'a aucune attache religieuse. Et pour revenir à ta question sur les mains jointes, eh bien, ça s'appelle, ce geste-là, c'est le gacho ou gacho. Donc, les mains jointes devant le cœur. Donc, le praticien fait ce geste-là avant et après le traitement. D'accord, ben merci beaucoup Anna pour toutes ces précisions. On te retrouve demain pour une autre chronique. Avec plaisir, à demain tout le monde. Quant à nous, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis et on vous retrouve aussi dès demain.